12 janvier 2010, 16h53, Haïti. Un séisme de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter surprend le pays. À 25 km de l'épicentre, la capitale Port-au-Prince crie sous les décombres. Dans les heures qui suivent, une douzaine de répliques finiront d'emporter un peu plus le pays. Bilan de la catastrophe, plus de 220 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abri. Nous partons à la recherche d'indices. Il s'agit dans un premier temps d'analyser la situation de post-urgence dans laquelle se trouve Haïti. De l'organisation des camps à la reconstruction, qui en orchestre les différentes étapes et dans quel contexte. Enquêter sur le shelter. Qu'est-ce qui le définit? Où commence la notion d'abri et où s'arrête celle d'habitat provisoire? Enfin, dans un contexte climatique et géologique difficile, étudier la construction pour mieux organiser la reconstruction. Essayer de définir le champ des possibles et les moyens de mise en œuvre à travers la rencontre avec différents acteurs. Autant de pistes pour autant d'indices qui nous permettront de nous positionner sur la place de l'architecte dans la post-urgence. Nous arrivons à Jacmel, ville historique du sud-est d'Haïti, dont le patrimoine architectural a beaucoup souffert du séisme. Je pense que le rôle de l'architecte pourrait être beaucoup plus grand dans cette situation après catastrophe. Pourquoi? Parce que l'architecte, c'est pas vraiment un spécialiste, mais il a des compétences d'intégration de beaucoup de choses. État des lieux de la post-urgence. Nous rencontrons un représentant de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, le chef d'orchestre de l'organisation des camps. Je me présente, c'est Turin Serge, je travaille depuis 16 mois pour l'OIM comme gestionnaire de camps. L'OIM compte 132 États membres. Elle fonctionne avec les autorités locales qui mettent à sa disposition des terrains pour les sinistrés. Plus de 3 millions d'Haïtiens se sont déplacés. OIM se sert de deux manuels. C'est en fait deux manuels je peux dire, c'est utilisé par le standard international. C'est le manuel SPER. C'est ce document-là. C'est-à-dire, c'est en fait ce document-là élaboré par un ensemble de pays, un ensemble de partenaires, qui définit toutes les stratégies, ou bien on peut dire les conditions dans lesquelles on peut construire et quand il y a une situation d'urgence. Il y a l'autre manuel, c'est le toolkit. C'est le toolkit de gestion de camp. Et vous allez voir dans ce document-là, dans ces deux documents-là, voilà comment on peut concevoir un abri quand il y a urgence. On doit tenir compte des stratégies, c'est-à-dire de la situation climatique, la zone, c'est-à-dire est-ce que c'est pas une zone inondable, il faut tenir compte de ça. Et il y a un ensemble de paramètres qu'il faut en tenir compte lorsqu'on construit des abris. Mais dans le cas d'Haïti, on se sert de ces manuels-là pour construire, mais qui ne va pas être respecté puisque ça ne tient pas compte vraiment de façon particulière de la situation d'Haïti. Non, l'OIM n'a pas en fait ce programme, la construction en dur, puisque l'OIM travaille plus dans l'urgence. Mais il y a d'autres partenaires que nous travaillons avec eux qui eux-mêmes construisent en dur. À ce moment-là, l'OIM fait la coordination, c'est-à-dire essayer d'identifier les familles et
coordonner avec ces organisations qui construisent en dur pour que ces familles-là bénéficient des maisons en dur. Il y a les camps planifiés et les camps spontanés. Le camp Maillard fait partie des camps planifiés par OIM pour les déplacés de Jacmel. Il abrite 335 familles. Sur les 6000 familles déplacées à Jacmel, il en reste actuellement 700 répartis dans les 10 camps spontanés de la ville. Oui, ça c'est un bail de ployout. Oui, il aimerait avoir une maison avec des blocs. C'est votre petit foie. C'est votre petit foie. Vas-y. Tu frappes un peu et ça tombe. Oui, c'est votre petit foie. C'est intéressant ça. Oui. Toi, la fumée, dans la cuisine. Comme la fumée. De tout la fumée en pas avant. Bon, non, mais viens nous parler cuisine. Parce que les gens ont dit qu'ils voulaient cuisiner en dedans, les gens ont dit non, cuisine dehors. Cuisine dehors, puis bon. Ça vous pensez? Cuisine dehors? Cuisine dehors, puis bon. Pour qui ça? On l'a observé en dedans quand il a chalet graisse là pour aller partager ni côté où dormir, pour aller tout faire en dedans, pas bon. Voilà. C'est une équipe basée à Port-au-Prince qui a conçu les shelters suite à un appel d'offres de l'OIM. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur les prix? Par exemple, le prix moyen d'une tente de bonne qualité et le prix moyen d'un shelter? Non, je ne peux pas donner l'estimation pour la tente, parce que c'est pas nous qui faisons l'achat. Mais ça coûte $3 000 en shelter, comme celle de Maya. $3 000, c'est en fait la dépense moyenne pour la conception, c'est-à-dire c'est pour en fait construire le shelter. C'est-à-dire planifier le terrain, étudier, payer les employés, ça c'est plus que $3 000. Vous avez estimé la durée de vie de petits shelters? Pour les shelters que AIOM construit pour le moment, à Maya, Ils ont l'air assez neufs. oui, c'est à peine construit. C'est-à-dire, c'est sur une durée de 5 ans, les shelters qui ont été construits. C'est ça. Mais pour une tente, c'est 6 mois. Ok, le site des Orangers, c'est un terrain public parce que OIM vient, il ne sait quel terrain est public, quel terrain est privé. Bon, par conséquent, pour cela, il travaille avec les autorités et ce sont les autorités qui arrivent à identifier ce terrain-là et donner ça à OIM pour construire des habitats. Et OIM lui-même fait les études pour voir que ces terrains-là peut en fait construire. Il étudie les risques et puis il voit que ces terrains-là, on peut construire. Non, pour le moment, non. OIM ne construit pas pour le moment, c'est fini son programme. Il y a 700 familles, Environ qui reste. il y a 700 familles qui restent dans les tentes et aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de perspective pour elles. Jusqu'à présent, c'est ça le problème. C'est parce que OIM n'a pas en fait de fonds pour le moment pour continuer à construire des shelters. Et il y a aussi un problème de terrain. C'est-à-dire, même si OIM trouve de fonds pour construire des shelters, il ne construit que pour des propriétaires. Mais pour les locataires, il faut avoir un terrain. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de terrain disponible, parce que c'est sur des terrains publics. Pour les 700, nous essayons d'identifier les familles les plus vulnérables. Et il y a Aprodema qui construit, qui continue à construire des maisons en dur, par exemple à Bois-d'Oeuf et à Lavano. Eh bien, nous essayons d'identifier pour eux les familles les plus vulnérables et attribuer ces maisons-là.
Mais le programme de construction d'AIOM s'est stoppé. Ok, il y a l'après-camp. L'après-camp, c'est-à-dire c'est en fait la construction en dur. Comme étant donné que il y a un programme de construction pour Haïti, selon les partenaires, il y a un programme de construction pour Haïti, eh bien, OIM essaie de construire un shelter qui a une durée de vie de 5 ans. Mais c'est après quand c'est le gouvernement ou donc le programme de reconstruction qui va décider. Il y a des familles qui vont rester même après 10 ans à Maya. Il y a des familles aussi qui vont après 1 an, 2 ans, vont partir. Parce qu'ils aient des moyens, il y aura des moyens assez pour construire un dur ou donc trouver d'autres perspectives. Et par conséquent, OIM a construit ces shelters-là et dit aux gens, après 3 ans, vous pouvez vous-même, si l'État vous donne l'autorisation d'améliorer ça. D'améliorer ça, c'est-à-dire si vous pouvez monter ça en dur, vous pouvez. Après 3 ans, c'est parce que c'est un terrain trouvé par l'État. Il y avait une famille qui se dit être propriétaire de ce terrain-là, mais qui n'ont pas de pièces de type de propriété. C'est-à-dire que c'est un terrain que, après 3 ans, qu'on va en fait déclarer public. Pour le moment, ce n'est pas encore déclaré public puisque il y a une personne qui se dit être propriétaire, mais qui ne peut pas prouver ça jusqu'après. Ok, le camp de Maya, ça va devenir un petit quartier en autoconstruction. Bon, oui. On peut dire ça. Oui, c'est déjà dit, c'est déjà discuté avec les autorités pour que ça devienne un quartier de Jacmel. Voilà, donc on va installer un sous-commissariat là-bas très prochainement. Donc vous voyez, ça c'est très clair. Hein. C'est-à-dire, le shelter aujourd'hui à Maya, il est l'embryon d'un habitat. Oui. Ça c'est clair. Mais ce qui est quand même beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on pourrait penser qu'il va se passer la même chose avec les camps de toile. La réalité des camps, elle est extrêmement complexe. Dans beaucoup de cas, il s'agit de gens venus à Port-au-Prince après le tremblement de terre qui n'ont rien à revoir avec le tremblement de terre, ni de près ni de loin, mais que la communication autour de la reconstruction a attiré sur Port-au-Prince des gens qui, dans leur stratégie personnelle, ont pris le risque de venir avec l'espoir d'avoir une terre, une maison et du travail. Nous rencontrons Michèle Auriol, doctorante sur la question foncière dans la Caraïbe. Après les troubles, je dirais, qui ont secoué l'île aussi au moment de la Révolution française, on est resté dans ce système de propriété privée tel qu'il avait été instauré au XVIIe siècle, avec comme système légal de référence la coutume de Paris. Pour faire court, donc le système qui est en place est vraiment un système de petite propriété privée. Cette petite propriété privée, encore une fois, est ancrée dans les mentalités et évidemment les questions d'aménagement et les questions de construction doivent tenir compte de cette réalité-là. L'Office national du cadastre, il n'y avait pas de cadastre, enfin, le dernier cadastre haïtien du territoire de la colonie française remonte à 1784. Donc il y a eu la production d'une carte cadastrale sur l'ensemble de la colonie et depuis lors il y a eu des tentatives ponctuelles de cadastrage qui ne se sont jamais traduites par une réalité tangible sur l'ensemble du pays. Cette institution a été créée à l'issue d'une coopération avec l'Allemagne. Donc c'est la GTZ qui a formé et structuré l'Office national du cadastre. Et donc ils ont conçu l'Office national du cadastre comme le livre foncier allemand. Or, le livre foncier allemand, c'est l'unique institution qui s'occupe de foncier en Allemagne et c'est eux qui délivrent, donc qui garantissent les droits de propriété. Il n'y a pas de notaire, il n'y a pas d'arpenteur.
l'ensemble des opérations est fait par une seule institution. Donc en réalité, c'est comme si on essayait de mettre une pièce allemande à l'intérieur d'un puzzle français. Et donc le cadastre a toujours vécu sa propre vie, isolé donc de l'ensemble des autres acteurs du foncier. Donc il y a tout cet ensemble de dysfonctionnements qui crée ce qu'on appelle la sécurité foncière ici. Et en fait, c'est un chantier de 20 ans qu'on peut difficilement régler dans l'urgence, même s'il y a des questions d'urgence qui se posent par rapport au relogement des sinistrés du tremblement de terre. Il y a 3 piliers en fait pour la sécurité foncière. Donc c'est l'identification des biens que doit apporter le cadastre, avec les difficultés que je vous ai dit avec l'office du cadastre. Ça ne peut pas se faire. Le deuxième pilier, c'est l'identification des droits, donc qui se fait normalement qui devrait se faire d'après la loi avec les notaires, mais dans la pratique, il y a plusieurs sources de délivrance de type de propriété en Haïti. Le troisième élément, qui est un élément fondamental, c'est l'identification des personnes. Il faut une position claire de l'État, disons globalement, sur le fait qu'on ne va pas donner de maison et qu'on va mettre au contraire un certain nombre d'outils à la disposition des gens, notamment des outils de crédit foncier. Il y a des cartes également à faire. Il y a beaucoup de cartes de risque qui sont en cours ou qui sont en projet et qui sont un élément essentiel pour redéployer cette reconstruction, arrêter avec les abris transitoires. Réorganiser le foncier pour redéployer la reconstruction. Mais qu'en est-il de la fiscalité? Suite au séisme, la coopération bilatérale Jacmel-Strasbourg met en place une campagne de sécurisation du bâti à Jacmel. Une base de données sur le bâti est créée au travers d'analyses sur le terrain et images satellites. Le résultat de la mission est une cartographie détaillée du bâti de la ville. Nous, une fois qu'on a fini l'évaluation du bâti, ce qui nous intéressait, on perd enfin de vue notre objectif principal, qui est le recensement fiscal. On voulait voir comment il est possible de transformer cette base de données, vu qu'il y avait un premier travail qui a été fait, complété par les informations fiscales. La fiscalité en Haïti, elle est basée sur le bâti, simplement sur le bâti. On ne s'occupe pas de la parcelle. Et sur la valeur locative. L'appréciation de la valeur locative, c'est soit le loyer, c'est les loués, soit l'évaluation par comparaison avec les autres. On se rend compte que les bâtiments entièrement loués, il y en a peu, mais les bâtiments où il y a une ou deux pièces de loué à l'intérieur, il y en a énormément. Donc comment prendre en compte cette information-là dans l'appréciation de la valeur locative? Il y a une autre difficulté. L'autre difficulté, c'est le caractère très hétérogène des loyers. Hétérogène dans le sens où on va se rendre compte que le loyer dépend plus du niveau de confort du bâti que de sa superficie ou du nombre de pièces, dépend plus du statut, entre guillemets, du locataire que la valeur du bâti réel. Donc on arrive en pratique à des niveaux de loyer différents et donc à des niveaux de taxation différents pour des immeubles qui sont a priori de facture similaire. Alors ça pose, on pourrait dire, ça pose pas de problème, on a qu'à taxer sur la valeur locative. À partir du moment où l'ensemble du bâti qui avait été par le propriétaire, il doit être évalué par comparaison avec ce qui est loué, là on rentre dans un vrai problème. Quel niveau de taxation on va prendre? La plupart des particuliers, hormis les grands bourgeois, vont mettre 10, 15, 20 euros.
qui dépasse la maison. Parce que on a le plan. On a un étage, on a un escalier, on va avoir une terrasse à l'étage, on a tout ça sur le plan. Mais on va construire un en bas, on va s'installer en bas. En réalité, on va passer 10 ans sans construire. On a un ensemble de maisons qui n'ont pas de toiture, mais qui sont plein de toiture sur une partie de la maison. Et alors, une pièce est finie, il y a des gens qui vivent dans la pièce. Et puis autour, il y a 3 pièces où les murs sont montés, mais c'est pas encore fini. Comment on traite ça fiscalement? Le dessin qu'on a, il concerne 4 pièces. Est-ce qu'on va taxer la personne sur l'emprise au sol? Est-ce qu'on va taxer sur l'habitat? Cet endroit-là, on est allé la visiter dès le début. Les équipes sur le terrain nous ont rappelé parce qu'ils ne comprenaient pas où ils étaient. L'évolution était tellement spectaculaire qu'effectivement, dans toutes ces zones-là, et c'est là où on a commencé, ça devenait vraiment très difficile avec la place de se repérer parce qu'il y avait déjà énormément de maisons qui avaient été déblayées et il y avait déjà énormément de maisons qui avaient été construites. À 50%, le bâti avait évolué. On se rend compte qu'il y a des programmes, surtout en périurbain, mis en place par des ONG qui vont développer ce genre de choses dans un contexte de ravine. Donc, qui dit ravine dit zone régulièrement inondée, sinon on n'aurait pas ce problème-là, dans lequel on va pousser les shelters de manière anarchique. Des shelters bien beaux, bien propres, avec des planches de plafond numérotées, etc., etc. Donc, ils ne peuvent sortir d'autre part que dans le programme de l'ONU. Mais là, on est typiquement dans un cas où on voit une cité de shelters se développer dans un endroit où il n'y a pas d'accès d'eau, il n'y a évidemment aucun réseau d'eau, d'électricité ou quoi que ce soit, et comme le foncier est problématique, on va aller dans un endroit où le foncier est libre, donc un endroit qui serait considéré en France comme non constructible. Que la population essaye de se débrouiller pour mettre en place sur cette aide, c'est normal. Qui prend frein dans un certain nombre de règles, c'est compréhensible. Que les ONG rentrent là-dedans et construisent des secteurs au milieu de tout ça, ça pose quand même un grave problème. Ce problème n'est pas qu'à Jacmel, c'est de tout le grand bas de la ville de Port-au-Prince qu'on voit construire. Alors, c'est joli, c'est bien droit, c'est bien aligné, mais dans 3 ans, c'est des bidonvilles. Il faut avoir conscience de ça. Et on voit les ONG qui ont construit les futurs bidonvilles de ce pays. Ce constat est accablant. Et si la mauvaise gestion de l'urgence ne faisait que la reporter à demain? Voici Jean Sprumont, fondateur des ateliers écoles de Campérin, dans le sud d'Haïti. Jean, qu'est-ce qui a tué lors du séisme du 12 janvier? Alors on pourrait répondre comme tout le monde, c'est le béton qui a tué, c'est la masse des matériaux que les gens ont reçus sur eux et qui les ont écrasés. Mais je me refuse à cette réponse parce que c'est une réponse qui n'a aucun sens. C'est une société qui s'est effondrée, c'est une culture qui s'est effondrée. On est dans un monde particulier dans les Antilles. On a rejeté l'esclavage en théorie en 1804, mais les structures de la société ont continué à fonctionner sur le même schéma et à s'aggraver à partir de 86, parce qu'à partir de 86, une société qui avait continué à fonctionner dans le système maître et esclave a accepté d'entrer dans la mondialisation, et dans cette mondialisation a accepté au fait d'être l'esclave d'un système qui était basé sur la force et sur l'égoïsme. Et 82% des gens qui sont morts à Port-au-Prince habitaient des maisons qu'ils ont construites à partir de 86, moment clé de l'histoire d'Haïti où Haïti ouvre ses frontières à l'importation des produits et des denrées alimentaires. Nos paysans ne vivent plus sur leurs terres, ils déboisent. Nos matériaux de construction se chargent en alluvions, en matériaux fins, donc en argile et en limon, deviennent impropres à la construction. Et des gens de misère arrivent dans les villes et doivent construire avec les faibles revenus qu'ils ont, en moyenne $600 par personne. Et ça donne un habitat qui ne peut pas tenir en temps de tremblement de terre. Que dire de tout ça? C'est que la construction ici en Haïti était une construction qui était basée sur l'emploi de matériaux locaux, le bois principalement, et entre des poteaux de bois, un peu comme on le faisait en Normandie et dans les zones côtières de la France, on remplissait avec des cléonnages ou on remplissait avec des matériaux durs
qui était coincé par quelques clous entre les poteaux. Et la maison étant dans un environnement boisé, elle résistait en temps de cyclone. Elle n'était pas hyper solide, mais elle était lourde, elle était facile à reconstruire. Et le déboisement lié à l'augmentation fulgurante de la population a fait que petit à petit ce matériau-là a disparu du pays et on a dû passer à un matériau local qui était différent. Et ce matériau local différent, c'était la roche, c'était le sable, c'était le gravier, c'était le ciment, c'était le fer. Et ce matériau local s'est implanté très vite parce qu'au fait, on s'est rendu compte que ce matériau, même utilisé de très mauvaise façon, résistait au cyclone et donc protégeait par son propre poids, protégeait contre les cyclones. Maintenant, le schéma a changé, complètement changé. Des sables avec trop de particules fines, des quantités d'eau trop importantes dans les ciments, l'incompréhension des phénomènes d'alcalinité des ciments qui font qu'ils permettent une passivation des aciers, donc une résistance à la corrosion, des cures des matériaux, des bétons coulés, etc., ne sont pas des domaines connus. Et résultat, on voit très mal comment, avec tout un système dégradé, on pourrait améliorer ce qui se passe. L'ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national, réhabilite les bâtiments historiques publics. Il réalise aussi gratuitement des études de rénovation pour le privé. Entre vernaculaire fonctionnel et maisons importées, quels enseignements la richesse architecturale de Jacmel permet-elle de tirer du patrimoine? Les maisons importées ne souffrent pas du cyclone et ils ont très bien aussi résisté au séisme. Il y a deux choses, généralement, qui permettent aux résidences, qui permettent à un bâtiment de résister très bien au séisme. Une structure souple, comme la structure en bois. Ou une structure extrêmement rigide, comme celle d'à côté. Si ça ne désagrège pas, on s'en a rendu compte ici. Par exemple, ces maisons-là, les maisons importées, n'ont pas souffert parce qu'elles ont des structures extrêmement rigides. Le ministère des Travaux publics évalue les sinistres et assigne une couleur aux maisons. Verte quand la maison est habitable, jaune quand elle doit être réparée, et rouge pour la démolition. Nous visitons une maison importée à Jacmel, classée rouge. Par rapport aux deux petits bâtiments de l'autre côté, je vais peut-être, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, choisir une des deux options, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diaphragme rigide. On va partir de cette hypothèse-là, on va dire. Et que finalement, les deux murs concassés sont sur deux murs qui étaient extrêmement percés. On sait très bien que dès qu'on est dans un système de nature rigide, comme un mur en maçonnerie, tout ce qui est percement et donc disparition ou affaiblissement des tuyaux de contreventement, ça va dans le sens d'un mauvais comportement, d'une faible ductilité. Et si ce mur-là, arcade, ne peut pas, on va dire, retransmettre ses efforts, on va dire, sur d'autres murs plus résistants via un diaphragme rigide, s'il ne peut pas s'appuyer sur des copains plus costauds, il se porte tout seul, et s'il est intrinsèquement fragile, peu ductile, il casse. En gros, aussi bien les deux murs qui sont complètement effondrés que... Enfin, il y en a quatre finalement. Donc voilà, donc des murs très percés qui ne peuvent pas venir chercher des renforts via un diaphragme rigide. Et puis dernier point, globalement, la seule chose qui ne s'est pas très bien comportée, c'est souvent le cas dans ce type de bâtiment, c'est toujours au niveau des angles, au niveau des chaînages et précisément au niveau de la liaison entre les deux fragments de chaînage horizontaux. Alors je ne sais pas quelle est leur nature à l'origine. Là ici, il n'y en avait même pas du tout. Vous voyez qu'il y avait une pièce de bois qui était interrompue par un lit de briques, donc qui avait déjà son inexistence de connexion de chaînage de couronnement ici. Et comme par hasard, c'est toujours en haut des angles qu'on a une désolidarisation des deux murs. Il suffirait qu'il y ait un chaînage à cet endroit-là pour limiter de manière a priori significative ce genre de dommages. Est-ce qu'il y a un rapport à la morphologie aussi? La morphologie du plan? Oui. Ah oui, parce que, écoutez,
l'analyse, on a fait une analyse structurelle sur 6 bâtiments à caractère historique qui ont été construits il y a mieux qu'une centaine d'années. Et on s'est rendu compte que ces bâtiments-là ont été je vais faire pléonasme, ont été construits par des constructeurs. Ce sont des gens qui connaissent le métier et en même temps qui ont utilisé, je dirais, le modulor. Parce que ce sont des bâtiments, ce sont des cubes pratiquement, et le centre de gravité du bâtiment se trouve à l'intérieur du bâtiment. Donc, quand le bâtiment bouge, donc son centre de gravité ne se déplace pas pratiquement. Donc, et avec des murs de 50, 60, 70 cm généralement d'épaisseur, des toitures extrêmement légères et des structures, je dirais, particulièrement pour l'ancienne prison, cela nous a étonné. Un bâtiment qui était pratiquement abandonné. Et c'est l'un des bâtiments de la ville qui a résisté, je dirais, le mieux au séisme. Parce que, il n'y avait que la mur, et le bâtiment c'était un cube presque parfait, je dirais. Ce bâtiment abandonné, c'est la prison de Jacmel. 4 murs à l'abandon, soumis aux intempéries et aux cyclones réguliers, qui ont résisté au séisme de 2010. Et là où se trouvait ce centre de gravité, donc, tous les murs ont bougé, tous les murs sont restés pratiquement solidaires les uns des autres. Il n'y a eu que des fissures majeures. Évidemment, je connais quand on est à Séville, les bâtiments magnifiques. Moi, c'est même pas qu'il y a eu le choc en tant que tel, en tant qu'objet formel, même je m'abstiens, même de me poser la question. Là où nous nous trouvons, au siège de l'école atelier, tous les murs sont porteurs. Ce sont des murs, je crois, de 60 cm. Le propriétaire a loué une partie de la maison avec une compagnie de téléphone. Cette compagnie de téléphone, en faisant le réaménagement pour son bureau, a enlevé un mur porteur. Et une partie de l'édifice, c'était là où on a enlevé le mur, une partie de l'édifice était fondée. Les bâtiments historiques, certains ont été évalués par Kit Miyamoto. Il a été le premier à venir ici après le séisme. Je dirais 3 jours après. On a fait avec lui l'évaluation du Palais National et c'est lui qui a déterminé que cette structure ne vaut plus rien, bien que le Palais National est sur, je dirais, la base du Palais National, c'est ça. Donc toute cette partie, c'est du béton armé. Elle est restée pratiquement, c'est inimaginable ce qu'on a vu ce jour-là. Cette partie, la base du bâtiment est restée pratiquement intacte. Mais toute l'énergie est passée par cette base et a fracassé. C'est tout ce que vous voyez là. Mais ça c'est particulièrement à cause des dômes. C'est particulièrement à cause des dômes. Ensuite, il y avait aussi beaucoup de malfaçons, je dirais. Beaucoup de malfaçons construites par les ingénieurs militaires américains. Beaucoup de malfaçons. Le problème qui se pose, c'est que le patrimoine haïtien, le patrimoine particulièrement le patrimoine culturel, il est à, je dirais, à 90%, à 99% privé. Donc il y a un problème de législation qui se pose. Ce qui se passe généralement, les gens, ils écoutent un conseil, d'accord, très bien, nous comprenons, ok, d'accord. Mais plus le temps passe, ce qui est curieux, mais je pense que les hommes sont ainsi. Plus le temps passe, plus ils oublient.
Le séisme. Le séisme. Maintenant, le séisme, c'est quelque chose qu'on dirait qui s'est passé le siècle dernier. Mais c'est vrai, mais avoir la manière, les mauvais réflexes. Mais je pense aussi justement que les mauvaises habitudes dans la vie dure. Les gens reprennent exactement pareil. Vous leur dites, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il faut faire de telle manière. Oui, là on est d'accord. Oui, mais on a tenté, mais ça coûte excessivement cher. Mais justement, c'est justement ce que je n'ai jamais compris. Le béton n'est pas un matériau bon marché. Mais le béton bien fait, il est cher, le béton bien fait. Nous, à l'espoir, nous n'avons pas de mesures, nous n'avons pas de moyens de construction. En fait, c'est la mairie. Quand on se réfère à la mairie, le maire, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas là. Les autorités ne sont pas là, en fait. Vous voulez dire pour interdire? Il faut interdire, effectivement. Le maire, on le cherche, il n'est pas là. Si l'État n'exerce aucun contrôle, qui réellement applique les règles de la bonne construction et par quels moyens sont-elles abordées? Nous rencontrons un entrepreneur basé à Port-au-Prince. Abdou dirige l'entreprise Arco, agence de réalisation communautaire. Sénégalais, il vit depuis 25 ans en Haïti. Dans cette période-là, vous savez, on parle de construction parasismique, mais déjà à l'époque, on avait des difficultés un peu au niveau des respects, des règles de bonne construction déjà. Il y avait ce genre de difficultés-là. Parce qu'en fait, moi je peux classifier les constructions en Haïti en quelque chose comme 3 catégories. Il y a les constructions qui sont, comment on appelle ça encore, qui sont planifiées, étudiées par des architectes, avec non seulement les études d'architecture, les études de structure et les études techniques qui sont là-dedans. Ça fait un dossier complet qui répond à des normes, quelles que soient les normes. Les normes peuvent être des normes françaises, je ne sais pas. Maintenant, c'est, je crois, les normes Eurocode. Ça fait des normes européennes, américaines surtout, dépendant un peu d'où viennent les architectes et les ingénieurs. Ça, c'est la première tranche de construction. Ce sont les constructions surtout de maisons d'envergure, de maisons qui dépassent un certain montant, où les gens ont les moyens de payer un architecte. Les édifices publics, où ceux qui les dirigent ont cette idée en tête, cette coutume, cette tradition de faire des études par des architectes de qualité, par des bureaux d'architecture qui existent en Haïti d'ailleurs. La deuxième tranche, un peu, ce sont les constructions semi-informelles. En fait, c'est fait par des ingénieurs, c'est fait par des techniciens qualifiés, mais qui ne prennent pas la responsabilité ou le risque, ou je ne sais pas moi, qui ne prennent pas la nécessité, l'étude détaillée. Voilà, qui ne font pas d'études détaillées ou quoi que ce soit. Bon, ils exécutent les chantiers comme ça, ils exécutent les travaux de manière informelle. Généralement, ces chantiers-là sont des chantiers de grande envergure, tu vois, qui coûtent assez cher comme ça, qui ont un coût élevé, mais il n'y a pas d'études de sol, il n'y a pas d'études d'architecture, il y a des problèmes de ventilation, il y a des problèmes de structure, il y a des problèmes d'humidité, il y a des tas de difficultés au niveau de ces constructions-là qui rendent ces constructions pas fiables. Ils ne sont pas inscrits dans un cadre d'aménagement global, des choses comme ça. Et la plupart des constructions qui se faisaient à l'époque se faisaient dans cette tranche-là. Et c'est fait, soi-disant, par des ingénieurs avertis ou des constructeurs avertis. Alors, l'autre tranche, la dernière, c'est, je pense, tout ce qui est construction traditionnelle. C'est les constructions en bois, en chaume, en torchis, qu'on trouve dans les provinces et tout ça. Ça, c'est les paysans eux-mêmes qui font leur propre construction. Bon, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette tranche qui est au-dessus, qui est la tranche de construction bien étudiée et bien calculée, la plupart de ces édifices sont restés debout, n'ont pas eu trop de difficultés. Par contre, la tranche intermédiaire, c'est là où il y a le plus de dégâts. Tu vois, c'est fait ou bien par des ingénieurs avertis, ou par des contremaîtres qui sont supposés être avertis, mais qui ne respectent pas les règles, pour des raisons financières. Des fois, bon, ils doivent rendre rentable leur construction, et ils ne font pas attention aux règles de construction. Ils font n'importe quoi. Ce sont ces édifices-là qui ont le plus donné de problèmes en Haïti. La dernière tranche n'a pas donné de difficulté du tout. Donc,
toutes les maisons paysannes des mornes qui sont faites un peu en paille et tout ça, sont des maisons fragiles pour les cyclones, mais pas pour les tremblements de terre généralement, parce qu'ils sont très légers. Abdou se positionne dans la première tranche. Jean, lui, travaille avec les constructeurs de la dernière tranche qui se sont tournés vers le béton. Il organise une formation à la construction parasismique. Alors, j'ai eu l'occasion de recevoir 1376 maçons, ingénieurs et architectes qui sont venus en stage et d'apprendre beaucoup sur ces questions parce que, au fait, je ne me rendais pas compte exactement où était le problème. Et je me suis rendu compte que la majorité des gens ne connaissaient pas les fondamentaux. Les fondamentaux du béton n'étaient pas connus et c'est une des raisons pour laquelle nous avons essayé de sortir un petit manuel, un petit pamphlet sur la question. Et les questions qui me sont posées par téléphone de personnes qui ont fait l'effort de chercher mon numéro de téléphone pour me poser des questions me montrent bien que ce pamphlet fait réagir les personnes les plus responsables. Mais que peut-on faire dans un État qui est prédateur, qui maintient la misère, qui ne fait rien pour que la culture des pauvres s'améliore et qui les enferme dans une créolisation soi-disant nationaliste? Que peut-on faire pour faire passer toute cette culture? Et c'est là où semble être l'impasse, c'est que toute action sur le court terme semble vouée à l'échec parce que la déstructuration quasi absolue de la société haïtienne fait quelles que soient les règles qui sont édictées, elles ne sont pas appliquées, mais ça peut aller même plus loin dans le parasismique. Ça va si loin que le gouvernement lui-même, à travers ses institutions comme les travaux publics, adapte le parasismique à la réalité haïtienne et pas l'inverse. Sur une question fondamentale, c'est le manque d'estime de soi des maçons. Ils sont arrivés à une situation où, au fait, ils aiment cet esclavage qu'ils subissent. C'est une façon probablement de survivre. Et cette estime de soi, ce manque d'estime de soi plutôt fait qu'ils ne sont pas dans la partie. Ils ne sont absolument pas dans la partie parce qu'ils n'acceptent pas, à travers la reconnaissance de leur dignité, ils n'acceptent pas au fait qu'ils sont responsables. Et il y a confusion dans la société des pauvres en Haïti entre responsabilité et culpabilité. Dès qu'ils expriment le mot responsabilité, c'est comme s'ils étaient coupables de tout. Et le gouvernement lui-même l'a montré dans le discours du président Préval en les accusant d'être les responsables du tremblement de terre, enfin des effets du tremblement de terre évidemment. Et le lapsus que je viens de faire là est peut-être révélateur parce que dans la pensée locale, ce ne serait pas étrange qu'on les accuse aussi d'avoir créé le tremblement de terre. La construction chaînée, c'est la solution qu'apporte tout un groupe de personnes qui est représenté ici par M. Tom Shaker, qui travaille pour la coopération suisse, et de qui je suis devenu un ami et que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui a trouvé un moyen de donner des solutions relativement simples à des maisons paysannes ou des maisons de gens modestes, pour que, en mettant des chaînages verticaux et horizontaux, on arrive à faire une maison qui bouge avec un tremblement de terre de façon homogène. Donc c'est toute la maison qui bouge, au lieu qu'un mur parte à droite, un mur part à gauche, et bien toute la maison bouge avec le sol. Parce qu'on oublie que les tremblements de terre, ce n'est pas la maison qui bouge, c'est le sol qui porte la maison. Et donc, si la maison est bien ficelée comme une boîte de carton sur le sol, elle va bouger, et si elle a une taille et une forme et une qualité de construction qui est satisfaisante, et bien cette maison-là va résister à un tremblement de terre. Et donc, la construction chaînée est certainement le moyen privilégié de faire de la construction parasismique dans un pays comme Haïti. C'est absolument évident pour moi. Le contrôle de qualité coûte de l'argent. Le coût au mètre carré de bâtiment en Haïti coûte très cher déjà. Ici, nous sommes environ, pour une maison d'habitation, nous sommes autour de 700 à 800 $ US par mètre carré de construction.
Pour les bâtiments publics, on dépasse $1000 US. Pour les banques, on est à 1500, $1600 US par mètre carré de bâtiment. Pour les petits bâtiments, simple, on ne peut plus construire maintenant à moins que 300, $400 US par mètre carré. C'est déjà très élevé. Donc ce genre de budget-là, si les bénéficiaires ajoutent là-dedans, je ne sais plus combien vous chargez vous autres là-bas en France, 7%, 10%, je ne sais pas, au niveau de l'étude, en tout cas de l'encadrement de ce chantier-là, ça fait beaucoup. Je crois que ça a été d'abord un premier problème. Le deuxième problème, nous avons aussi, je crois, pour ce contrôle de qualité, la faiblesse des pouvoirs publics liée, je ne veux pas parler de politique, hein, mais liée au stress politique dans ce pays. Tout ce qui est entrepris, au bout de 2-3 ans, avec les chutes de gouvernement, les problèmes politiques, eh bien, il faut le reprendre pour l'année suivante. Et je crois que c'est ça qui bloque beaucoup. Après les CS de 2010, il y avait eu une communication du ministère des Travaux publics pour dire qu'il y avait 3 codes qui étaient admis en Haïti, 4, je ne me rappelle plus là. Il y avait les codes américains là, je crois que c'est le ACI, il y a le code international, la IDC, il y a le Eurocode, il y a le code canadien, je crois, c'était les 4 codes qui étaient autorisés en Haïti. Au moins, il y avait un début de normalisation des codes de construction. On commençait un peu à... Hein, mais quelques mois après, il y a eu cet événement avec les élections. Donc, les problèmes électoraux ont occulté tous ces aspects-là qui se préparaient au ministère des Travaux publics. Voyez-vous? Ce qui fait que ce soit le pouvoir sortant ou le pouvoir rentrant, ils étaient plus occupés ou bien à sortir ou à rentrer qu'à s'occuper de code de construction. Tu vois? Et nous, on attend toujours. On a reçu cette communication-là depuis jamais rien. On ne nous a jamais dit de faire ceci ou cela. Non. On est tous tenus de respecter les règles de construction sur ces 4 codes-là. Tu vois? Ces 4 codes. Canadiens, américains, européens et internationaux. Depuis lors, il n'y a rien qui a été décidé. Il n'y a aucune commission qui travaille sur le code de construction. Par exemple, pour faire un code de construction, il faut définir d'abord les zonages. Les zones où le séisme a telle magnitude, je ne sais pas moi. En tout cas, les zonages, quand on construit quelque part, il faut d'abord déterminer cette zone-là. Est-ce que c'est une zone à grand risque, à risque moyen ou à risque faible? Déjà, pour savoir à peu près quels sont les coefficients que tu utilises un peu pour les secousses. Ben, on n'a pas ce zonage-là. Chacun fait comme il peut, tu vois. Et donc, on retombe tout doucement vers ce qui était là avant. Hein? Ça veut dire qu'on peut faire une construction sans avoir fait aucune étude là-dessus. Si j'arrive dans un chantier et que je vois que les règles qui étaient établies sont là, on est en train de faire un béton sans le vibrer par exemple, et bien que les aciers, les étriers sont mis, mais bon, tu sais, comme ici, comme ça. En tout cas, des règles techniques mal faites, que nous tous, on s'entend sur le fait qu'on décidera de licencier cette personne tout de suite. Moi, en tout cas, je ne pourrai plus couvrir cette personne parce qu'il devient un assassin. Mais le problème est que ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. Certains groupes, par exemple, sont venus en disant, nous, dans notre quartier, nous avons créé une association pour l'application des normes dans la construction. Pourquoi? Parce que c'est une course actuellement entre ceux qui construisent moins bien, donc moins cher, et ceux qui construisent bien et un petit peu plus cher. Et donc, on privilégie la taille de la maison, l'aspect extérieur, à la qualité du gros œuvre, et ça donne des villes qui s'effondrent. Tout ce qu'ont fait les ONG qui ont fait dans l'urgence, sans voir cette nécessité d'une éducation profonde qui va peut-être prendre 20 ans, 30 ans, eh bien, ils ont tout simplement bâti les règles des prochains bidonvilles. La République des ONG, c'est ainsi qu'on l'appelle. Le discours de Jean revient souvent parmi les expatriés. L'aide internationale, lorsqu'elle n'était pas en place dans le pays avant la catastrophe, se retrouve confrontée à un contexte qu'elle ne peut analyser dans l'urgence. Mais tous les acteurs de la reconstruction ne sont pas des ONG. À 1 heure de Port-au-Prince, nous visitons un chantier de logement collectif. C'est l'architecte Philippe Léon qui nous accompagne en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Ce projet, je n'ai pas dessiné ce projet. C'est un projet qui a été dessiné par les architectes en Martinique ou en Guadeloupe et qui ont envoyé un cahier des charges avec un
un dossier épais comme ça pour faire les appels d'offres. Quand on a fait les appels d'offres, les 4 entreprises haïtiennes étaient 2 fois plus chères qu'une entreprise dominicaine. Et le choix a été pour une construction parasismique. Et ce système, ce sont des murs banchés avec des coffrages en aluminium qu'un homme peut porter. Donc ça va assez vite. Ce n'est pas des chefs-d'œuvre d'architecture, vous allez voir, mais ça fonctionne. Il y a 3 chambres et les gens seront 10 fois mieux logés qu'ils ne l'étaient avant. Sauf qu'ils seront à 1 heure de Port-au-Prince. Et c'est là que le projet incorpore des logements, des transports en commun, etc. Donc ça, c'est la phase 1. En fait, c'est un projet qui est complètement utopique, puisque les propriétaires ne pourront pas se payer ces maisons. Elles sont trop chères, donc ce sera un cadeau. Mais le financement a été mis en place sur le crédit mutuel. Et il y a un financement sur 10 ans pour les propriétaires, futurs propriétaires, et qui paieront 10% de leur salaire. Avec 10% de leur salaire, ils pourront éventuellement payer 50% du prix de la maison et des VRD. Donc et le reste sera éventuellement cadeau. Enfin, c'est pas encore très clair, mais c'est bien. 38 logements. Et phase 2, ce sera 48 logements, ce sont ceux-là. Et la phase 3, il y en a un peu plus, il y en a 64. Et en VRD, nous allons faire ce bout de route, et les entrées en phase 1, et toute l'alimentation électrique, parce que là, c'est un gros morceau, pour prendre l'électricité et l'amener. Là, les plomberies, les sanitaires, enfin, il y avait prévu ici une usine de traitement. Mais là encore, c'est quelque chose qui n'est pas faisable en Haïti, du fait qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de maintenance. Donc nous avons opté pour des solutions de fosses septiques. Et puis le noyau central sera en 4e phase, avec une concession pour un petit commerce, parce qu'une fois qu'il y aura 150 logements à 5 personnes, 6 personnes, ça va faire du monde. Hein. Donc ça va faire 900 personnes à habiter là au minimum. Et puis, bien sûr, le petit terrain de jeu, etc. Donc, les bénéficiaires sont les employés de l'hôpital français qui auraient perdu leur logement. Pas forcément des propriétaires, ils étaient locataires, mais les 38 premiers sont déjà sélectionnés. Je pense que je ne connais pas les termes de la sélection. Le coût d'un logement de 80 mètres carrés est estimé à 80 000 $ américains hors foncier. Le salaire mensuel d'un ouvrier qualifié à la campagne ne dépasse pas les 200 $ américains. Ce sont donc bien des cadres de l'hôpital français dont il s'agit. Le brancher certainement. Un enduit, c'est un enduit qui fait 3 mm qui est dessus. Donc, mais bien sûr, il faut avoir le savoir-faire pour que le brancher soit bien à plomb, bien facile à finir. Et l'enduit moyen en construction bloc, c'est 1,5 cm. Jusqu'à 3 cm des fois. Bon, ça dépend du savoir-faire. Le grand problème encore, c'est le savoir-faire et la surveillance de chantier. Quand le bloc est posé, s'il n'est pas posé bien d'aplomb et bien d'équerre, eh bien, les reprises se font après avec l'enduit. Des fois, il y a ça à l'enduit. Il faut reprendre l'aplomb du mur. La dalle pleine a été exigée après, parce que les plans initiaux, c'était une charpente bois. Maintenant, le bois en Haïti, il y a les termites. Et la qualité de bois qu'il faut pour avoir une bonne qualité de toiture, pour que les termites ne vont pas bouffer, est plus cher que la dalle en béton. Ah oui. C'est plus cher, parce que c'est du bois du Brésil, ou c'est du bois... et même le pain traité, lui-même étuvé, il ne résiste pas beaucoup. Mais quand on considère la charpente, la toiture, enfin la couverture et le plafond, ça faisait plus cher que le béton moche. Et au niveau perception des utilisateurs, le béton, c'est bon. Alors, attention, on met les pieds, s'il y a des clous, des trucs comme ça. C'est pas hyper technique, mais quand même, c'est pas mal. Le choix de faire, parce que c'était une construction classique, c'était 15 en bloc, avec, et même la structure n'était pas étudiée du tout.
Alors, l'une des difficultés de ce chantier, c'est qu'il y a eu très peu d'argent de dépenser dans les études. Il y a très peu d'argent dépensé dans les études, et souvent en Haïti, c'est comme ça aussi. L'entreprise, elle est responsable que ça tienne. Mais comme il n'y a pas non plus en Haïti de bureau Veritas pour venir vérifier, il n'y a pas d'assurance. Enfin, c'est toute une chaîne, c'est tout la chaîne du logement avec les garanties qui n'existe pas. Donc, chacun est plutôt responsable de sa sécurité. Il y a beaucoup de gens qui aiment voyager dans le flou parce que le flou, c'est moins exigeant. Et c'est moins cher aussi, d'ailleurs. Sortis du vacarme de Port-au-Prince, nous faisons une halte dans une zone pour le moins étrange. C'est un camp témoin inhabité où les ONG exposent leurs prototypes d'habitat. Une vitrine occidentale, en somme. Ce supermarché de l'urgence nous laisse perplexes. Qui donc achète ces modèles? Dans quel contexte et à quel prix? Nous n'en saurons pas plus. Nous voici de nouveau sur la route, longeant la faille. Nous arrivons à Gressier, sur le site rural de l'AKP. L'ITK, Institut de technologie et d'agronomie, formé en Haïti en 1979, aide les petits paysans des alentours à améliorer leurs techniques de production et les accompagne dans leurs revendications aux services sociaux de base. Situé à 5 km de la faille, l'ITK est venu en aide à 3500 familles sinistrées. ITK n'avait alors aucune expérience dans la construction. Dès le mois d'avril 2010, on a commencé à réfléchir avec les responsables de Caritas Suisse et avec l'équipe ITK comment on peut, ou qu'est-ce qu'on va faire après le phase d'urgence, parce que c'est clair, les tentes ne vont pas tenir longtemps, surtout avec le climat ici, le soleil, les gros pluies. Alors on a bien vite décidé de ne pas aller dans des shelters, des petits shelters, des choses transitoires, mais au lieu, après les tentes, directement aller dans une maison durable. Au mois de juillet 2010, on s'est mis d'accord sur un prototype, et là on a construit 4. On a commencé en août 2010, ils sont finis en décembre 2010. Il y en a 4 qui sont tous en surface de 36 mètres carrés. Il y a 2 qui sont faites avec des briques, des blocs habituels qu'on construit beaucoup, mais on a fait 2 aussi avec des roches. Comme on travaille dans les zones très éloignées, il y a des zones où il y a beaucoup de roches, des pierres qui sont disponibles, et notre plus gros problème, juste maintenant, c'est le logistique. Alors pour soulager un peu le logistique, on a opté aussi pour travailler avec des roches. Après, on a 2 formes de base. Il y a 2 maisons qui sont rectangles et 2 maisons qui sont carrées de forme de base. Ça, c'était plutôt le choix dépendant du terrain, parce que comme on est dans les montagnes, parfois c'est un peu coincé, il faudrait former pour l'autre, mais aussi pour avoir le choix pour les gens. Les maisons ont été conçues par une équipe d'architectes suisses et haïtiens. Chaque maison, comme je disais, 36 mètres carrés, il aura une latrine à côté de la maison, qu'on va garder la possibilité pour les connecter sur un système de biogaz. C'est un projet qu'on avait déjà avant le tremblement de terre. Chaque maison aura un château d'eau en plastique pour capter 1000 gallons d'eau de la pluie. Parce que dans la zone où on construit, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité non plus. Et chaque maison aura 2 petits panneaux solaires qui vont être suffisamment pour avoir de lumière et charger des téléphones, un petit radio. Les tentes, elles ont vieilli maintenant?
Donc les Oui, gens, ils sont finis. Ils sont finis. Plus que finis. Donc les gens ont refait un petit transitoire Oui. en attendant la maison. Oui. Ce sont les bailleurs de fonds qui paient les matériaux et la main-d'œuvre. Chaque chantier dispose d'un boss ferronnerie, d'un boss maçon et d'un charpentier qualifié. Les bénéficiaires contribuent par leur participation locale, comme le transport des matériaux. Les maisons sont construites sur la propriété des familles. L'ITK prend en charge le règlement des papiers pour les propriétés. Les clés des maisons seront remises par 10, une manière d'inciter les bénéficiaires à travailler ensemble et à soutenir les plus vulnérables d'entre eux. Comme je vous avais dit, c'est ça son dépôt, mais en attendant, il dorme ici. Est-ce que vous pouvez lui demander, s'il vous plaît, dans combien de temps il a construit cette maison? Il a combien de temps au font un petit carré comme ça? Il a fait 1 mois, 2 mois. Un mois, ça dépend si vous avez des matériaux. Oui. Mais là, les matériaux, c'est le bois. Non, il y a aussi, on utilise un peu de ciment aussi. Là. Oui. Parce que ici, il a une petite fondation quand même. Ah, d'accord. Oui. Il y a une fondation. Ça, ce sont des palmistes. Palmistes. C'est avec des palmistes. Des lattes de palmistes. Et il a subi des dommages. Devant de terre, on a fait une petite réparation. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est du videment. Il était couché sous ça. Oui, il était. Il est allé. Il est allé. Le coût total d'une maison, c'est 11 000 $ américains. Alors, c'est pour la maison, le captage d'eau, les panneaux solaires, la latrine, tout complet. Et pendant que l'ITK travaille avec les familles sinistrées à la reconstruction, à quelques kilomètres de là seulement, la Fondation des architectes de l'urgence a choisi une toute autre réponse. Sur la MTPTC, rouge, jaune ou verte, donc nous on travaille sur des réparations de maisons jaunes. Donc c'est des maisons qu'on peut normalement réparer, qui ne sont pas à détruire et à refaire. Donc on fait du rétrofitting, c'est réparation plus renforcement. On ne fait pas de la mise aux normes parasismiques, on ne refait pas toute la maison, on fait juste du renforcement. Donc on va aller voir tout de suite, ça va être plus facile sur le chantier. Donc c'est les murs qui sont fissurés, les poteaux qu'on flambé, qu'on refait. Donc là on a refait les poteaux qui n'étaient pas bons sur les côtés de la maison. On a renforcé en mettant des raidisseurs de chaque côté de la porte pour encadrer toutes les ouvertures en béton. Et quand dans nos blocs on construit nos murs, selon, on respecte les normes du guide du MTPTC, c'est le ministère des Travaux Publics, qui s'inspire des Eurocode 8 et qui nous dit de mettre on passe des fers horizontaux, chaque 2 rangées de blocs. C'est des bandes sismiques, donc c'est pour résister aux différents efforts de cisaillement qu'il y a dans la structure. Donc là, tout a été refait, hein. La toiture ça n'a pas changé, sur le côté par contre, donc sur le côté, ça c'est de l'ancien. C'est de l'ancien, on a repris les ouvertures sur lesquelles on a mis un cadre en béton parce qu'elles avaient souffert. On a refait un linteau en béton. Pareil, là, un poteau. On va rentrer, on va voir. Donc là justement on est en train de mettre autour des ouvertures de la porte des raidisseurs. On voit les fers qu'on a mis et on refait le linteau en béton, en ferraille. On va couler ça. D'ailleurs c'est pas ok. On fait toute finition. On fait quand même pour que ça soit pas trop moche. On a cassé un peu de mur donc on va refaire l'enduit. Que ça soit assez uniforme, mais tous les murs qu'on refait en entier, comme celui-là, enfin, même si c'est la moitié du mur, on renduit pas, on laisse comme ça. Donc c'est le propriétaire qui... Voilà, c'est ça, c'est aussi pour dire qu'il faut que le propriétaire participe. Alors déjà dans notre système de réparation, le propriétaire il participe parce que c'est lui qui fournit l'eau et il doit être présent sur le chantier pour déveiller tout ce qu'on casse. Et pour apporter, on dépose des matériaux devant chez lui, mais c'est lui qui les apporte sur le chantier. Okay. Si on ne peut pas accéder à sa maison en voiture, en camion, on leur donne à chaque fois une brouette, une pelle, une pioche, et ils transportent avec un seau, ils transportent, ils participent.
Ouais, c'est des gens c'est des maçons qu'on a trouvés en arrivant. D'accord. Qu'on a formés au système de construction. Donc ça fait tous, David, ça fait plus d'1 an qu'il travaille avec nous, c'est le chef d'équipe. Il y a des boss qui travaillent avec lui. Et alors on fonctionne, c'est comme un partenariat avec des sous-traitants. Donc c'est lui qui gère son chantier, nous on vient là pour faire la supervision, le contrôle qualité, et on gère la logistique. Donc tout ce dont il a besoin, puis on vient contrôler. Il y en a combien de maçons sur l'ensemble du chantier du site? Donc, là sur le site on a 24 chantiers qui tournent, donc on doit avoir 120 maçons, quelque chose comme ça. C'est l'équipe de logistique, on a 150 personnes, 150 staff local. Vous passez tous les jours? Tous les jours, on passe le matin, l'après-midi. Pour gérer la logistique, c'est plus facile parce qu'on fait un approvisionnement le matin et l'après-midi. Deux approvisionnements par jour. Ouais, 2 approvisionnements par jour. Et puis il faut contrôler parce que à chaque fois que quand ils vont couler un linteau, un poteau, on passe vérifier avant si le ferraillage est bon. On check parce que là ça va, là c'est des équipes qui sont là depuis longtemps, ça tourne. Mais il y a encore quand même des erreurs souvent. Et surtout quand c'est au début qu'on prend le maçon. Là, il y a beaucoup plus de suivi, plus important. Vous avez des objectifs ouais, là on est sur. Là on est sur la fin de notre projet. On travaille avec notre ONG qui s'appelle Caritas, qui est responsable de toute la zone et qui nous dit quelle maison il faut réparer. Parce qu'ils font une sélection des bénéficiaires, parce qu'il ne faut pas réparer toutes les maisons jaunes. Ils font une sélection des bénéficiaires les plus vulnérables. Donc eux, ils font une sélection, ils nous disent après il faut réparer ces maisons-là. Et on a un objectif de réparation, un certain nombre de réparations à la fin à tenir. Voilà, c'est le même genre de réparation. Donc là, c'est surtout des murs qu'on a refait, et puis beaucoup de poteaux. Et au niveau des ouvertures, toujours des raidisseurs. Et on a refait les linteaux parce que souvent les linteaux ici sont pas faits en béton, mais c'est des blocs et qui tiennent pareil parce qu'au-dessus il y a du mortier qui les maintient. Donc ça tient un peu par magie. Les connexions entre votre nouveau chaînage horizontal et la même question que je vous ici voilà, mais c'est pareil. Là, tous les combien, il y a... ça remonte dans la dalle. Le raidisseur, donc là on a un fer. Donc on parle ici c'est fer demi, donc c'est en pouces. Donc c'est du 12, fer de 12, qui remonte dans la dalle et qui est amarré avec le chaînage. On a des pièces, donc on appelle des ailes, qu'on remet le chaînage, on a 3 fers qui passent. Le chaînage horizontal voilà. lui-même. Le linteau, il fait 3 fers, c'est 3 fers de 8 qui en forme de triangle. Quoi. Là je parle du chaînage horizontal de couronnement. Mais c'est ce qu'on dit. En fait, il n'y a pas de chaînage horizontal de couronnement parce que dans la dalle. Parce que dans la dalle. Non, on n'en fait pas. On n'en fait pas parce que c'est des réparations. Dans la dalle. Dans la dalle, il y a déjà un chaînage, il y a déjà des fers. Et nous, on relie nos fers, des poteaux et des raidisseurs. Mais après, par exemple là-bas, il y a un poteau existant qu'on n'a pas touché. On ne sait pas si lui, il est vraiment bien relié. On le voit parce qu'on regarde justement quand on fait. Quand on vient, on fait des évaluations avant de réparer la maison et on voit les fers qui ressortent. Mais quand le poteau est bon, que ça n'a pas souffert, comme c'est des réparations, on ne touche pas quoi. Alors, réparation ou reconstruction pour les sinistrés? Mise aux normes parasismiques ou réduction des coûts? À Jacmel, nous avons pu visiter un lycée où réparation, réhabilitation parasismique et reconstruction ont été mises en œuvre pour différentes unités selon les dommages du séisme. C'est le lycée Alcibiade, décrit par son directeur comme une véritable utopie. Financé à 80% par une mécène, c'est une des meilleures écoles haïtiennes. Suite au séisme, le bâtiment principal partiellement endommagé a dû être réparé. D'autres bâtiments ont été rasés pour reconstruire avec un modèle tropical. Alors ça c'est celui qui le bâtiment a été fissuré complètement et les piliers derrière ont été doublés. Par exemple, ça arrive à peu près là. Vous voyez, il y a tout ça qui a été rajouté. Donc ce bâtiment n'a pas été utilisé après le séisme pendant tout le reste de l'année scolaire.
parce qu'il était quand même très abîmé. Ça ne se voit plus puisqu'il a été refait effectivement. Hein. Donc il avait été un peu affecté, mais il n'y a eu aucune démolition ici? Non, il y a eu des piliers qui étaient abîmés qui ont été refaits. Il n'y a pas eu de démolition. Pas d'effondrement. Il n'y a pas eu d'effondrement global. Il y a eu des tas de fissures. Il y a cette partie-là. Parce que le problème, c'est que ce bâtiment a été conçu en 3 parties. Vous voyez. Et normalement, et même les escaliers, il devrait y avoir des voilà, des joints. Mais ces joints avaient été bouchés par le passé, donc il n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas vraiment fonctionné comme ils auraient dû, ce qui fait qu'il y a eu quand même un choc entre cette partie-là et cette partie-là, qui a donc occasionné des dégâts. Mais bon, comme les parties saines, la base restait saine, donc il n'y a pas... Mais il a quand même été remis aux normes et refait, et ça a duré des mois. Hein. Parce que c'est un gros morceau. Et pendant ce temps-là, on a fait j'ai réquisitionné le terrain de sport là-haut, et on a construit ce qu'on appelle en Haïti des choukoun, c'est-à-dire des paillotes, c'est-à-dire des classes avec des toits de latanier, avec du bois, etc. Voilà, ils ont fonctionné pendant, y compris le primaire aussi. On parle de réhabilitation pour ces parties-là. Et pour là-haut, ça a été complètement refait. Bonsoir. Donc on n'a plus voulu d'étage, forcément, il y avait cette obsession. Et donc tout ça a été fait effectivement après le séisme, pendant l'année qui a suivi. c'est qui a construit? Comment? C'est un Français du Tour. Je crois ça tourne autour de entre 23 et 25 000 $. Un financement solide, doublé d'une éthique appliquée à une bonne connaissance des règles, c'est sans doute un idéal pour la reconstruction. Mais s'il ne s'applique qu'à une classe privilégiée de la société, quel idéal reste-t-il pour les plus pauvres? Nous voici maintenant au cœur d'un ancien quartier, construit par l'ONG Habitat pour l'Humanité en 2003. Ça, ce sont les premières maisons. Et elles ont 2 chambres à coucher et une grande salle. Pour la toilette, on fait ça dehors. Il y a 8 maisons comme ça. Et ensuite, le plan s'est amélioré. On dit, il n'est pas possible, il faut qu'il y ait... Les toilettes doivent construire d'une autre façon. On commence à construire les deuxièmes. Les 10 deuxièmes, ça, ce sont les... On fait les toilettes, c'est vrai, les toilettes sont dans la maison, mais en dehors de la maison, collées dans la maison, mais c'est en dehors. Toilettes et cuisine. Ça n'a pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine là. Chaque maison a une superficie de 49 m² pour un terrain de 150 m². Les maisons ont été construites avec les bénéficiaires et la main-d'œuvre est largement basée sur l'entraide. Chaque propriétaire pouvait bénéficier d'un crédit sur 10 ans. Les premières maisons ont bientôt fini d'être remboursées. Seulement les toilettes. Et puis ici, il y a toilette et cuisine, comme ça. Ça, c'est une cuisine et la toilette est à l'intérieur. Comment ça a évolué? C'est la demande des gens qui ont voulu que les toilettes aillent à l'intérieur? Le comité qui était là.
celles-là, elles étaient à combien à l'origine? 20 000 $ haïtiens, c'est 100 000 gouttes, je crois. C'est ça? 20 000 $ haïtiens, donc elles étaient à 4 000 $ US. 4 000 $ US? Oui, à peu près. 4 000 $ US. Donc les 4 000 $, ça correspondait pas à tout le prix de la construction? Non, pas à tout. C'était combien à peu près? Ça représentait combien? Je ne me rappelle pas exactement. Et c'était de l'ordre de... L'entraide, c'était 50% du prix de la maison? Ou... Ah non. Moins? Plus? 20-25%. D'accord, donc ça fait quand même des maisons qui ne sont pas chères. Non, ce ne sont pas des maisons chères. D'accord, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est-à-dire que, vous voyez aujourd'hui, si on doit acheter un shelter il va coûter presque 4 000 $. Donc cette maison-là, elle est quasiment au même prix qu'un shelter. Oui. Donc c'est ça qui intéresse les architectes, c'est comment vous procédiez. Et pourquoi ça a autant changé, peut-être même les prix aujourd'hui. Est-ce que si vous deviez... Non, les prix ont changé, c'est parce que les matériaux sont chers, simplement. C'est ça qui augmente les prix. Dans quelle proportion ça a augmenté le sac de ciment par exemple? Ah là, oui. Wow. Les prix en Haïti sont... Ah, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. Le sac de ciment, il était à combien de dollars là, à cette époque-là? À cette époque, il était à 20 $. 20 $. Et aujourd'hui? 62 ou 63. À peu près 65 $ le sac de ciment maintenant. D'accord. Donc ça explique en partie. Oui. Le fer. Tout monte. Ça fait la maison coûte plus cher à cause des matériaux. Les dernières maisons ont été construites en décembre 2009. Le janvier 2010, c'est le séisme. L'habitat passe dans l'autre chose que construire le village. Ils sont passés dans quoi alors? Les abris provisoires, construire les maisons, et pas même les maisons, construire des abris provisoires pour les victimes. Maintenant ils sont allés au Ghana, ils ne sont plus ici. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin des maisons comme ça. Oui. Jusqu'à présent. Il y en a beaucoup. On en voit partout. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de demandes. Est-ce que l'habitat ne va pas construire encore? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Malgré c'est cher. Et alors? La réponse? La réponse c'est quoi? Nous ne savons pas la réponse. Qu'est-ce que je dois dire? Nous n'avons rien à dire. Ce modèle d'habitat modifié par les habitants est-il envisageable pour la reconstruction en phase de post-urgence? Combien coûterait-il sur la base actuelle des prix des matériaux? Pourrait-il se substituer à l'abri semi-permanent dans un programme de relogement des sinistrés? C'est inspiré de nouvelles problématiques que les étudiants posent leurs premières analyses quant aux critères à inclure dans la recherche d'un modèle d'abri ou d'habitat, mais aussi d'un modèle global de réponse en phase de post-urgence. Après avoir passé une semaine en Haïti à observer la situation, à observer les habitats, que ce soit les habitats temporaires ou les habitats traditionnels, on a aussi posé pas mal de questions aux gens qui habitaient dans les shelters. Et on s'est rendu compte qu'il y a un a priori en fait sur ce qu'est l'après-urgence. On se rend compte qu'après avoir été dans une tente ou dans un shelter, les gens aspirent à avoir une maison en dur. Et c'est vraiment ce mot-là qui nous pose problème parce que ça connote déjà une idée de matériaux. Généralement, ici en Haïti, ça connote le parpaing ou le béton armé. Et on a l'impression que finalement, si on ne propose pas un habitat plus pérenne en béton armé ou en parpaing, on ne va pas satisfaire les gens parce qu'ils n'auront pas une maison en dur. Donc ça nous pose ce souci-là, mais c'est aussi notre rôle d'architecte d'essayer de montrer qu'il y a des habitats durables qui vont pouvoir être avec autre chose que des matériaux entre guillemets durs
et par exemple avec du bois, avec de la terre, et qui vont se rapprocher plutôt de méthodes de construction traditionnelles qu'on a pu observer, qui ont une grande qualité aussi bien d'un point de vue structure que d'un point de vue thermique, que d'un point de vue ventilation, que d'un point de vue qualité d'espace. C'est ce qui nous intéresse en tant qu'architectes et c'est ce qu'on a envie de développer sur place, a envie de faire redécouvrir aux gens qui vont bénéficier de ces habitats un peu plus sur la durée qu'un simple shelter avec des matériaux complètement apportés, des matériaux pas appropriés à leur climat et à la localité dans laquelle on vient les poser. On a remarqué en se promenant dans les rues en fait, de Jacmel surtout qu'il y avait pas mal de matériaux qui étaient réutilisés comme les fers à béton dans les garde-corps, l'utilisation de plastique pour faire des tressages, réaliser des tissus. Donc à partir de l'observation qu'on a pu faire des habitats, principalement de l'habitat traditionnel rural, qui nous a beaucoup intéressés, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie richesse au niveau des systèmes constructifs anciens, notamment tout ce qui est structure bois, tressage de bois, tressage de palme, utilisation de la terre et également au niveau des charpentes, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie qualité dans les charpentes en métal très fin. Des choses qui sont ici depuis très longtemps et que les gens ont certainement besoin de redécouvrir et que nous, en tout cas, on a envie de faire redécouvrir dans une idée de proposer un habitat qui va s'inscrire dans la durée, qui va satisfaire les gens sur beaucoup de critères, tout en restant dans des valeurs traditionnelles et en leur faisant redécouvrir leur tradition constructive. La mise en valeur de ces savoir-faire locaux et traditionnels, ça va pouvoir créer, selon nous, une nouvelle économie, ou en tout cas relancer une économie de quartier. On pense notamment à des petits travaux de ferronnerie qui pourraient s'inscrire dans une structure bois, par exemple. Également, peut-être proposer une nouvelle utilisation de la terre crue qui va pouvoir devenir une spécialisation. Amener des formations professionnelles des entreprises, de la main-d'œuvre et amener finalement un relan économique également au niveau des imports, peut-être travailler sur cette idée qu'on est obligé d'importer des matériaux ici. Peut-être que c'est sur la qualité des matériaux qu'on importe qu'on va pouvoir jouer et proposer quelque chose de plus intéressant sur le durée. Ce qui saute aux yeux est le fait que les gens habitent beaucoup à l'extérieur du bâtiment. Et pour certains shelters, nous n'avons pas remarqué cette prise en compte de cette manière de vivre plutôt à l'extérieur, plutôt en étant couvert mais pas à l'intérieur. Enfin, et moi je pense que c'est une manque d'observation qui toujours revient à la question de recherche de la modalité de vie des gens, de leur culture, de leur façon de parler, d'échanger avec les autres. Le problème de la pollution des déchets, des ordures, parce qu'ils sont omniprésents, on les voit de partout, il n'y a aucune poubelle. Et donc ça va être lié après, dans nos critères, ça peut être lié vraiment à la gestion des déchets, qui soient domestiques, des ordures, qui soient domestiques ou humains. Donc ça, c'est des choses qu'on peut peut-être gérer dans le compostage, par exemple. Et aussi la gestion des eaux pluviales, des eaux usées, tout ce qui est sanitaire, ça rentre dans la même gestion. Je pense que c'est quelque chose qui peut être géré d'une façon commune, mais ça me paraît important déjà de l'intégrer dans un projet d'archi. Une chose plus positive qu'on a pu observer aussi, c'est la vitesse de pousse de la végétation. Donc ça, c'est quelque chose qui à la fois peut être utile, évidemment, parce que c'est un espace d'ombre et ça, il en manque. C'est aussi appropriable, hein, c'est un espace extérieur qu'on peut utiliser. Et si c'est par exemple un arbre fruitier, voilà, ça a encore une autre fonction. Donc voilà, il y a l'espace extérieur privé et l'espace extérieur public. C'est deux choses, je pense, sur lesquelles il faut pas mal travailler. Voilà, on a vu que la loggia, par exemple, c'est un élément qui est vraiment propre au mode de vie haïtien et qui, je pense, doit aussi être intégré au projet.
On l'a pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ça c'est plus en zone rurale. Il s'agit du glacis. En fait, c'est une dalle en béton qui va être coulée à l'avant ou à l'arrière de la maison. Et elle sert, tous les agriculteurs apparemment en ont, elle sert à faire sécher les graines en fait au soleil. Elle peut aussi servir à faire sécher le linge. Et en plus de ça, c'est un endroit où quand il fait, au début, en fin de journée, les gens vont boire leur café, vont se réunir, les enfants jouent pas mal dessus aussi, donc ça a pas mal de fonctions. Donc c'est des choses, je pense, qu'on peut essayer d'intégrer au projet si on est, après si on est dans une zone urbaine ou rurale, ça sera différent évidemment. Mais ce qui rejoint aussi, qui reste dans cette thématique, c'est l'absence, mais vraiment l'absence importante d'espace public, notamment l'espace public extérieur. Donc dans le projet, il y a aussi ce critère-là, ce point-là, l'espace privé extérieur qui va justement travailler sur la liaison et la transition entre le privé, l'habitat et le public, l'urbain, et essayer d'intégrer l'espace public extérieur, l'espace public et l'espace privé extérieur. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le motif des baies en fait, pour les ventilations. Il y en a beaucoup, il y a vraiment un catalogue hyper intéressant et une esthétique en fait qui je pense mérite d'être réutilisée et réemployée peut-être dans le projet parce qu'elle participe à une identité locale et aussi au fait que les usagers vont pouvoir personnaliser leur projet. C'est la sécurité qui est vraiment appréhendée de façon différente, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. En zone rurale, on ne sent pas trop l'insécurité. Par exemple, les loggias sont totalement ouvertes sur l'espace extérieur, alors qu'en zone urbaine, on sent que la loggia est là pour faire vraiment la transition entre la rue et l'habitat, le privé, parce qu'elle est placée à l'avant de l'habitat sur la rue et non une terrasse à l'arrière du logement. Terrain, c'est terrain. Et élèves lycéens, ils ont joué boule, on comprend, tous les samedis, tous les week-ends, et les vacances. Peut-être une inadéquation entre les réponses apportées et la temporalité par rapport au temps qui s'est écoulé depuis le séisme. Sur un camp installé sur un stade de foot, ils sont actuellement en train de proposer de transférer des gens qui vivaient en fait dans des tentes communautaires abritant 8 personnes par des tentes pour une famille, mais avec une durée de vie juste de 6 mois. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question à 20 mois après le séisme, est-ce qu'une réponse En urgence, on peut peut-être effectivement penser à un abri. Mais après, post-urgence, peut-être beaucoup plus s'orienter vers l'habitat. Les actions qui sont réalisées en post-urgence sont des actions qui vont durer, qui vont être modifiées, qui vont être adaptées par les habitants. Et donc il faut penser, surtout en contexte urbain, que ceci va former finalement de la ville. Il va avoir donc à faire un développement, au moins réfléchir à un développement urbain qui va être le résultat de notre intervention. Et donc il ne faut pas le penser comme une temporalité qui va disparaître au cours du temps. Positif, c'est le constat assez surprenant, qui est cette organisation urbaine spontanée que nous avons nous remarqué dans un certain nombre de quartiers. On va tout de suite sentir les limites de propriété. On sent, on lit très naturellement une place, le terrain de foot, les commerces, les petites allées, contre-allées, l'espace tampon avant d'arriver sur une maison. Et après l'organisation même sur une même parcelle, puisque bien entendu les parcelles sont assez densifiées, et où le positionnement des maisons les unes par rapport aux autres sont extrêmement naturellement fluides. On voit, on se fait voir, on se cache, on crée de l'intimité là où il est nécessaire, tout en préservant une cohésion et une sorte de solidarité pour gérer la sécurité. Aujourd'hui, dans la situation actuelle d'Haïti, on ne peut plus parler de shelter. En fait, le mot shelter, en fait, il pose un problème de temporalité dans le sens où les Haïtiens aujourd'hui ne sont plus dans le post-séisme et dans
l'urgence, mais plutôt dans la reconstruction. Ils ont une réelle attente de reconstruction et de durabilité dans l'habitat. Et cette reconstruction, elle va passer donc à la fois par un habitat durable, mais aussi par une planification. On dit que quand même, malgré l'urgence, on peut arriver à trouver quelque chose de qualitatif sans que ça nous emmène dans des dispositifs très très compliqués. Ça, pour nous architectes, malgré tout, ça reste une notion fondamentale que la notion d'habitat n'est pas uniquement l'enveloppe. L'enveloppe, c'est une chose, ça on l'a compris. Techniquement, on a les solutions, on pourra y répondre. Mais si on ne tire pas un peu vers le haut cette prestation, je pense qu'on ne pourra pas évoluer. Et on ne pourra pas évoluer avec les risques. Quelqu'un qu'on a rencontré nous disait que certains bailleurs de fonds disaient que l'humanitaire n'avait rien à voir avec la beauté ou la qualité de vie. Parce qu'on pouvait faire un abri d'urgence qui n'était pas beau parce que c'était de l'humanitaire. Et nous, on pense que c'est pas ça la chose. On pense que, justement, l'humanitaire, ça intègre l'humain qu'on sert.